Imaginez un pays où presque tout est divisé en trois, les syndicats, les mutuelles, même les services de soins à domicile. Ça peut paraître fou, mais c'est comme ça que la Belgique s'est construite. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette mécanique si particulière pour vraiment comprendre comment tout ça fonctionne. La vraie question qui se pose, c'est celle-ci. Comment est-ce possible concrètement qu'une société s'organise en mondes parallèles? Des mondes qui coexistent, mais qui pendant très longtemps ne se sont quasiment jamais mélangés. C'est vraiment la clé pour piger le système belge. Alors le concept fondamental derrière tout ça, le mot qu'il faut retenir, c'est la pilarisation. En néerlandais, on dit verzuiling. Oubliez l'image habituelle de la société en couche, avec les riches en haut et les pauvres en bas. Non, ici, il faut imaginer des piliers verticaux, un peu comme des silos. Chaque pilier, c'est une grande famille idéologique, et chacun a son propre écosystème, de la naissance à la mort. Et attention, ça ne date pas d'hier. Déjà en 1911, un sociologue, Sibom Rowntree, décrivait cette situation. Il disait en gros que les gens des différents piliers ne se parlaient quasiment pas. Chacun avait son propre syndicat, sa propre vie. C'est dire à quel point ce système est ancré dans l'histoire profonde du pays. Ce système, il s'est donc construit historiquement autour de 3 grands piliers. Alors, qui sont-ils ces fameux piliers et comment ont-ils littéralement façonné la nation? Voyons ça. Et les voilà, nos 3 grandes familles idéologiques. D'abord, le pilier catholique, qu'on associe à la couleur orange, très lié à l'influence de l'Église. Ensuite, le pilier socialiste, en rouge évidemment, né de la lutte ouvrière au XIXe siècle. Et enfin, le pilier libéral, en bleu, qui représentait la bourgeoisie laïque, celle qui défendait le libre marché. 3 mondes, 3 visions, 3 couleurs. Si on prend le pilier catholique, par exemple, il faut bien comprendre que ce n'était pas juste un parti politique. Non, c'était un monde complet. On était membre du syndicat chrétien, on était affilié à la mutuelle chrétienne, les enfants allaient dans des écoles catholiques. C'était un véritable écosystème qui vous prenait en charge toute votre vie. Et juste à côté, vous aviez le pilier socialiste qui a construit exactement le même genre d'univers parallèle, mais en rouge. Tout était centré sur la solidarité, les droits des travailleurs. Et là aussi, on avait ses partis, son énorme syndicat, ses mutuelles, et même ses propres journaux pour diffuser les idées. Et pour que le tableau soit complet, le pilier libéral, lui aussi, avait son propre réseau d'institutions pour ses membres. Moins englobant peut-être, mais tout aussi structuré. Au final, la société belge était donc parfaitement et triplement cloisonnée. Bon, tout ça, c'est l'histoire, on pourrait se dire. Sauf que, pas du tout. On va voir maintenant comment cette vieille construction historique influence encore massivement la Belgique d'aujourd'hui. Parce que ces piliers, ils ne sont pas morts, ils se sont transformés. Et si jamais on doute de leur influence actuelle, il suffit de regarder ces chiffres. Les syndicats, qui sont les héritiers directs des piliers, sont d'une puissance phénoménale. Le syndicat chrétien et le socialiste, à eux deux, c'est plus de 3 millions de membres. C'est juste colossal. C'est une force sociale et politique incontournable. Mais cet héritage, il ne mène pas à un consensus facile. Bien au contraire. Il alimente une vraie diversité d'idées et des débats idéologiques très, très vifs. Et ça se voit particulièrement bien si on fait un petit zoom sur la gauche de l'échiquier politique. Allez, on sort le microscope. Pour voir comment ces vieilles divisions sont encore bien vivantes, rien de tel qu'une petite étude de cas sur le spectre de la gauche belge. C'est très révélateur. Et au sein de cette gauche, la grande ligne de fracture, elle est finalement assez simple. D'un côté, il y a ceux qui veulent réparer la machine, l'améliorer, la réguler. De l'autre, il y a ceux qui pensent que la machine est fondamentalement cassée et qu'il faut carrément la remplacer. En gros, réformer ou remplacer. Alors, qui sont les acteurs en jeu? On a d'abord les sociodémocrates, le PS et Voorait, qui incarnent cette approche réformiste. Puis on a les Verts, Écolo et Groen, qui ajoutent une dimension essentielle. La transition écologique doit être juste socialement. Et enfin, plus à gauche, on trouve le PTB-PVDA, qui lui prône une rupture radicale avec le système capitaliste. 3 visions bien distinctes. D'accord. Donc on a des blocs hyper puissants, avec des idées qui s'opposent. La question logique, c'est « mais comment ce pays fait-il pour fonctionner ?» Eh bien, c'est là qu'intervient une sorte de secret de fabrication, une spécialité bien belge. Pour comprendre ce secret, il faut remonter le temps. Face à ces blocs sociaux surpuissants, la confrontation directe devenait trop risquée pour tout le monde. Il a donc fallu inventer un moyen de les faire discuter. Le moment clé, c'est le pacte social de 1944, juste après la guerre, qui a institutionnalisé ce dialogue et mis tout le monde autour de la table. Et ce dialogue permanent, ça porte un nom un peu officiel, la concertation sociale. C'est un système de négociation à 3. Vous avez l'État, les représentants des employeurs et les puissants syndicats. Et ce sont eux qui, ensemble, décident des grandes orientations économiques et sociales du pays. Alors, comment ça marche en pratique? C'est simple.
Le pouvoir est partagé. Au lieu de s'affronter en permanence, les partenaires négocient pour arriver à ce qu'ils appellent la paix sociale. C'est une conséquence directe de l'histoire des piliers. Quand aucun camp n'est assez fort pour écraser les autres, eh bien on est obligé de discuter. Et la preuve que ce système est au cœur de la société belge, c'est ce chiffre. C'est juste incroyable. Près de 60% des travailleurs en Belgique sont syndiqués. C'est l'un des taux les plus élevés au monde. Ça donne une petite idée du poids des syndicats quand ils s'assoient à la table des négociations. Mais attention, ce modèle historique, aussi solide qu'il ait pu paraître pendant des décennies, il commence à montrer des signes de fatigue. Disons qu'il fait face à de nouveaux défis qui mettent sa solidité à rude épreuve. Et le signe le plus inquiétant de cette fatigue, il est là. Depuis plusieurs années, les partenaires sociaux n'arrivent tout simplement plus à se mettre d'accord au niveau national. La grande machine du compromis belge semble un peu grippée. Donc s'il y a une chose à retenir de toute cette analyse, c'est vraiment ça. Tout le système politique belge, toute sa complexité, ses blocages parfois, tout ça est un résultat direct de son histoire, de cette fameuse pilarisation. Tout découle de là. Allez, on récapitule pour que tout soit bien clair. Premièrement, la pilarisation a découpé la société en 3 blocs. Deuxièmement, ces piliers d'hier sont devenus les superpuissances d'aujourd'hui, comme les partis ou les syndicats. Troisièmement, pour gérer tout ça, la Belgique a inventé un système de négociation permanente, la concertation sociale. Et enfin, cette culture du compromis est encore à ce jour au cœur du réacteur belge. On termine donc avec une question qui est peut-être la grande question pour l'avenir de ce pays. Dans un monde de plus en plus polarisé, cet art du compromis est-il une force unique, une sorte de super pouvoir belge, ou au contraire, est-ce que c'est devenu une faiblesse, une rigidité qui empêche le pays de s'adapter aux défis de demain ? Le débat reste totalement ouvert.